merci à tous d'être présents. Merci à Guillaume Chabert et à Roland Podar d'être là. Et merci à Patrick Gaumont, à qui je vais tout de suite céder la parole après un petit mot de bienvenue, puisque comme c'est la Banque de France qui héberge physiquement ce séminaire, je voulais juste vous passer deux messages. Premièrement, on est très content que vous soyez là physiquement, et donc la conférence se termine à 18h, et après on vous invite à poursuivre ces échanges en informel autour d'un verre, mais malheureusement pour des raisons de sécurité, parce que les bâtiments ferment jusqu'à 19h, pardon, il faudra être parti à 19h. Voilà, nous, on est l'hébergeur physique, si je puis dire, mais l'hébergeur virtuel et intellectuel, c'est la FERDI. Et donc, je passe tout de suite la parole à Patrick Guillaume. Merci Bruno. Merci au Fonds monétaire d'avoir sollicité la FERDI pour organiser avec eux cette discussion sur ce magnifique rapport qui vient de sortir du Fonds monétaire. Ce n'est pas la première fois que nous faisons un séminaire ensemble, et j'espère qu'on en fera d'autres. Pour nous, c'est une grande satisfaction et un grand enrichissement intellectuel. Merci aussi à la Banque de France d'avoir accueilli ce séminaire et d'y s'être associé si activement sur le plan intellectuel et logistique. Je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir ce rapport qui vient à un moment tout à fait opportun. Bien sûr, la conjoncture est toujours critique, donc tous les moments sont opportuns, mais celui-ci est particulièrement important. Et je voudrais situer ce séminaire un peu comme presque un lever de rideau d'une série de séminaires que nous allons organiser dans la préparation du sommet que le président Macron a organisé pour la fin du mois de juin sur le financement des pays vulnérables, qui sont en grande partie ceux qui sont couverts par le rapport du fonds monétaire. Nous allons organiser toute une série d'événements sur un grand sujet critique de façon totalement indépendante, mais avec naturellement le soutien de l'État français sur ce sujet. Alors, nous avons un panel tout à fait remarquable, puisque nous avons d'abord Guillaume Chabert, bien connu dans la maison, et Roland Podar, et puis des commentateurs de qualité, notre ami Bruno Cabriac. Nous aurons en ligne Samuel Guérino, qui est le doyen de l'école d'économie du CERDI, et puis Madame la ministre Ingrid du Congo, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci d'être là. Et je crois qu'une autre ministre se joindra spontanément à la discussion, ainsi que d'autres personnalités qui ont manifesté leur intérêt pour ce séminaire. Deux remarques rapides en introduction, parce que le temps est compté et nous avons des gens de qualité à écouter. J'ai été frappé par le périmètre géographique du rapport. Les LICS, les Low Income Countries, c'est une catégorie auquel on était habitué depuis 1982 avec le critère en dollars constants de la Banque mondiale à 1085 $. Mais ils sont plus, Dieu merci, ils ont baissé, et il n'y en a plus que 28, je crois. Mais là, nous avons 69 pays qui sont considérés, et donc c'est les LICS au sens du Fonds monétaire. Alors, je suis sûr que la coordination entre le fonds et la banque est très bonne, mais sur le plan sémantique et catégoriel, il y a peut-être encore des progrès à faire. Et je dois dire que ce progrès est à l'ordre du jour parce qu'il y a une grande discussion actuellement aux Nations Unies sur l'élaboration d'un critère complémentaire du revenu par tête
pour prendre en compte la situation des pays vulnérables. C'est naturellement poussé un peu par le lobby des petits États insulaires, mais ça touche toute une série d'autres États vulnérables, y compris ceux que nous connaissons bien, les pays sahéliens en particulier. Et donc, il est en cours l'élaboration qui devrait aboutir assez vite, peut-être à peu près à la même échéance que celle du sommet que j'évoquais tout à l'heure, d'un indicateur multidimensionnel de vulnérabilité. Ça veut dire vulnérabilité économique, climatique et sécuritaire. Et c'est un point évidemment important. On a vu la place que prennent les États fragiles dans le rapport qui va être présenté. Donc c'est un premier problème. Il y aura un problème, je dirais, de revisiter les catégories dans les mois qui viennent. Deuxième problème que je voulais évoquer, c'est, puisqu'on parle de vulnérabilité, l'accent qui est mis dans le rapport sur la vulnérabilité de la dette. Alors, je dois dire que dans les discussions qui ont lieu aux Nations Unies actuellement, les trois dimensions que j'évoquais, économique, climatique et sécuritaire, on ne va pas apparaître, mais la dette est présente à travers les trois dimensions. Il y a là un problème conceptuel aussi qui demande à être éclairci. Et enfin, dernière remarque, je l'avais dit deux, j'en rajoute une troisième, j'ai été très impressionné favorablement dans le rapport par le fait que la dimension de court terme et la dimension de long terme sont associées. Il y a un encadré de notre ami Chris Adam sur les conséquences à long terme des chocs transitoires. Et on a beaucoup parlé de recovery, le rattrapage en 2021, 2022, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a des effets irréversibles qui ont été entraînés par le choc temporaire. Et ça pose un grand problème macroéconomique. Il ne s'agit pas seulement de rattraper le temps perdu en termes de revenus par tête. Il y a quelque chose qui ne se rattrapera pas, c'est-à-dire les pertes en matière d'acquisition des connaissances et les pertes en matière de santé. Le mémo de Chris parle surtout de l'aspect éducatif, mais il y a l'aspect aussi irréversible en matière de santé. Et ces effets à long terme posent un problème, savoir quelle est la bonne politique macroéconomique pour éviter le choc à court terme qui a des effets à long terme. Et peut-être la politique de change n'est-elle pas indifférente à cet égard. Voilà. Alors, j'ai trop parlé et je laisse tout de suite la parole à Guillaume et Roland pour la présentation. Merci, merci beaucoup Patrick, merci Bruno, merci à la Ferdi et à la Banque de France d'organiser cette discussion, cet échange. Je vais dire deux mots en introduction et c'est Roland qui a été le chef opérateur, le chef d'équipe en fait, qui a travaillé sur ce rapport, qui fera la présentation, c'est lui qui sait. Je voulais juste en introduction, mais c'est très en ligne avec ce que tu viens de dire Patrick, souligner d'une part l'ampleur des chocs qu'ont subis les pays à faible revenu, qui ont été plus durement affectés par les chocs des 3 dernières années en particulier, la pandémie de Covid en 2020 et les années suivantes, et puis les effets liés à la guerre et l'invasion russe en Ukraine, avec le pic d'inflation, les chocs sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, les réactions de politique monétaire dans un certain nombre de pays qui ont conduit à des resserrements des conditions financières internationales, l'appréciation du dollar, les vulnérabilités de dette en font partie. Tout ça s'accumule évidemment avec un point de départ qui sont des enjeux de financement du développement qui sont très lourds. Donc, effectivement, nous pensons que cette discussion est importante, mais aussi vraiment d'actualité brûlante. Il faut trouver une réponse, qui est mon deuxième point. Il y a une fenêtre d'opportunité qu'il faut, de notre point de vue, ne pas rater. Tu as cité le sommet de juin convoqué par le président Macron sur le financement des biens publics mondiaux, les pays vulnérables, etc., et qui sera un moment important, bien sûr. Il y a en septembre le sommet des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. 2023, c'est le mi-parcours entre 2015, moment où les objectifs du développement durable ont été approuvés par l'ONU, et 2030, qui était la cible.
Donc, ce sommet, il est important. On a une présidence indienne du G20 en 2023 qui a mis le développement parmi ses principales priorités, et c'est très bienvenu, et qui peut être un moment aussi de consolidation d'une réponse internationale qui soit à la hauteur. Il y a des travaux en cours, comme vous le savez, à la Banque mondiale en termes de réflexion sur l'utilisation du capital actuel, mais peut-être aussi de faire davantage de volume de financement. C'est une question de volume, c'est une question d'instrument. La Banque mondiale n'est pas seule dans cette discussion. Mon point est de dire qu'il faut vraiment utiliser autant que possible, au mieux, les 6 mois qui viennent, avec les échéances que tu citais, juin, le sommet du président Macron, septembre, le sommet du G20 et le sommet de l'ONU. Et tout ça se prépare évidemment maintenant. Voilà. Roland, c'est toi qui sais. Bonsoir tout le monde. Je voulais remercier la FERDI et la Banque de France pour avoir organisé ce séminaire. Remercier aussi les participants ici présents et ceux en ligne pour le temps qu'ils nous accordent. En fait, cette présentation sera sur la situation macroéconomique des pays à faible revenu. Et en fait, Patrick l'a bien surligné. Ici, le groupe des pays à faible revenu compte les 69 pays éligibles au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI. Un petit exposé sur le contexte. Nous sommes tous au courant de l'impact disproportionné de la pandémie sur les pays à faible revenu et pour plusieurs raisons. Malgré que le nombre de cas de Covid ait été faible, la pression sur les systèmes de santé a été assez élevée, et ce système de santé qui était déjà faible avant la pandémie, et aussi les mesures de distanciation sociale et en fait les mesures de confinement en fait qui ont entraîné la fermeture des écoles et ont généré un déficit d'apprentissage. Le deuxième point est sur l'impact économique majeur que cette pandémie a eu sur les PFR, et ceci est dû dans une large mesure à 2 facteurs. Le premier, c'est la vulnérabilité structurelle très élevée de ces pays, et le second, c'est le fait que ces pays n'avaient pas beaucoup de marge, surtout au niveau du budget et en général même au niveau de la politique monétaire, pour pouvoir répondre de façon efficace à cette crise. Il y a aussi les inégalités qui ont augmenté parce que la pandémie a heurté beaucoup les couches les plus vulnérables, comme les femmes, les jeunes et les employés du secteur informel. Au-dessus de tous ces défis se rajoutent les répercussions de la crise ukrainienne, et l'objectif ici, c'est de partager les perspectives du Fonds et notre contribution au débat dans les instances internationales sur 3 points. Le premier, c'est l'analyse quantitative de l'impact conjoint de la guerre en Ukraine et la pandémie sur les PFR. Le second, c'est les défis de développement auxquels sont confrontés ces pays et les besoins de financement associés. Et le dernier point, c'est quelles sont les priorités en matière de politique publique. Également, rien de nouveau ici, c'est l'état de l'économie en 2022. Nous tous, nous savons que la croissance est décélérée par rapport à 2021. Ceci dit, à une combinaison de plusieurs facteurs que j'avais déjà cités avant, les répercussions de la guerre en Ukraine, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, l'inflation généralisée globale, le resserrement des conditions de liquidité sur les marchés financiers qui ont été entraînées par la normalisation des politiques monétaires aux États-Unis et aussi en Europe. Et aussi, j'avais déjà parlé des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, et aussi les contre-coups de la crise du Covid elle-même. La conséquence pour les PFR, en fait, c'est un retard dans la convergence. Et le graphique de droite nous montre en fait le chemin de convergence qui a été projeté avant la crise
et le chemin de convergence, en fait, selon les projections actuelles. Et on voit que l'écart s'agrandit et les perspectives de recouvrer cet écart ou de rattraper cet écart sont pratiquement nulles dans un avenir proche. Et au-dessus de tout ça se rajoute la crise alimentaire. Le graphique de gauche, en fait, montre que les pressions inflationnistes sont généralisées. Donc, même l'inflation sous-jacente a augmenté. Et en fait, le facteur qui contribue le plus, c'est la pression sur les prix des produits alimentaires, qui est la barre en jaune. Et on compare par rapport à la crise de 2008, la crise alimentaire des produits énergétiques en 2008. Et on voit que, en fait, les pressions inflationnistes ont déjà commencé avant la guerre en Ukraine, poussées par la reprise après la reprise post-Covid. Et en fait, la guerre en Ukraine est venue accélérer cette tendance jusqu'à arriver à un pic qui est plutôt très proche de ce qui s'est passé en 2008. Donc, il y a un effet prix qui se combine à un effet quantité parce que la part des produits alimentaires dans le panier de consommation des ménages les plus vulnérables est très élevée. Et cette combinaison de ces deux facteurs, en fait, expose ces ménages à un risque de famine. Il y a déjà des estimations qui sont dans le domaine public, par exemple du PAM, qui montre qu'entre 2019 et 2022, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a augmenté de 200 millions et à peu près 8% de la population mondiale serait encore en grand risque de famine en 2030. Ça, c'est des estimations de la FAO. Et nous tous, nous savons, les prix élevés des produits alimentaires et de l'énergie amplifient les risques sociaux. C'est pour ça que beaucoup de gouvernements, lorsque les prix ont commencé à augmenter, ont mis en place des mesures pour contrer la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Ici, je vais plutôt me focaliser sur les défis ou les obstacles sur la route de la croissance durable et inclusive. Bon, on a sélectionné 5 défis, mais il y en a beaucoup, il y en a plus que ça. Et en fait, le rapport est beaucoup plus large qu'ici, et donc on se focalise sur quelques points. En premier, la pandémie a enrayé plusieurs années de progrès vers les objectifs du développement durable. Il y a des simulations de la Banque mondiale qui ont montré que la pauvreté et les inégalités ont augmenté. Un exemple, c'est en Mozambique, les dernières estimations suggèrent que les inégalités ont augmenté de 5 points de pourcentage, ce qui est assez conséquent. Le deuxième défi, c'est le changement climatique. Les sécheresses récurrentes, les inondations, les autres chocs climatiques, en fait, pèsent sur la production domestique agricole qui va faire une pression supplémentaire sur les prix des produits alimentaires et aggraver la crise alimentaire. Un troisième point, c'est la fermeture des écoles. Il y a des estimations qui ont montré qu'en fait, le nombre de jours des écoles fermées dans les pays en développement est 2 fois plus élevé dans les pays avancés. Et on sait tous qu'il n'y avait pas les moyens de faire de l'école à distance. Donc, ça s'explique clairement. Et la conséquence, si cela n'est pas résolu maintenant, la conséquence, c'est que lorsque cette génération arrivera sur le marché du travail dans une décennie ou dans 2 décennies, elle aura une productivité beaucoup plus faible. Et donc, la croissance serait, et ça va impacter sur la croissance à long terme. Le quatrième point que je voulais mentionner, c'est que les bénéfices de la numérisation, en fait, tout le monde est d'accord, tout le monde est aussi au courant. Cependant, les pays à faible revenu, en fait, du fait du déficit dans les infrastructures et aussi l'absence de cadre réglementaire adéquat, ne sont pas en mesure de vraiment profiter des bénéfices de l'économie numérique. Et en dernier, je voudrais parler des réformes structurelles. L'agenda a été un peu mis en pause pendant la crise Covid et c'est naturel parce qu'il y avait des défis à court terme.
sur lesquels les autorités étaient focalisées. En fait, cet agenda doit être revitalisé de telle sorte à libérer le potentiel de croissance et accroître la résilience. Un développement en fait qui a reçu beaucoup d'attention ces dernières années, c'est l'augmentation de la vulnérabilité de la dette. Et en fait, ça a commencé bien avant la crise Covid. Et lorsqu'on voit le graphique de gauche, on voit l'augmentation croissante de la dette dans les PFR, qu'on divise cet échantillon en différentes catégories, qu'on prenne les petits États, qu'on prenne les États fragiles, qu'on prenne les États qui sont dépendants du tourisme, on voit toujours la même tendance. Et l'augmentation de la dette, on a vu en fait le pic en 2020, lorsque les pays ont commencé à avoir une politique expansionniste pour répondre à la crise. Et le corollaire de cette expansion budgétaire, en fait, c'est le nombre de pays qui sont jugés, dont la dette est jugée à haut risque qui sont jugés à haut risque de surendettement ou sont déjà surendettés. En fait, ce nombre a augmenté dans le temps et ça a pratiquement doublé dans la décennie. Et cette évaluation, en fait, est basée sur le cadre de soutenabilité de la dette qui est conjoint au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Cependant, il est important de se remettre un peu en perspective et en fait, si l'histoire peut nous renseigner de façon fiable sur ce qui peut arriver dans le futur, on se demande est-ce qu'on est à la veille d'une crise systémique? Là, le graphique qui est de gauche qui en haut, en fait, étant un peu le graphique précédent, mais va jusqu'en dans les années 80. Et là, on voit que, en fait, oui, la dette a augmenté dans les dernières années, mais on n'est pas encore à la veille de l'initiative PPTE. Donc, la question ici, c'est qu'on n'y est pas encore, mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là? Et le deuxième graphique en bas à gauche, en fait, montre l'accumulation des arriérés sur la dette extérieure. Ici, on voit aussi également, on voit qu'avant l'IPIC, on atteignait pour ces pays à faible revenu 20% des recettes d'exportation, les arriérés. Aujourd'hui, les arriérés sont presque à un niveau minimum. Mais en fait, ce qui a changé et qui rend la situation beaucoup plus compliquée, c'est deux développements. La part des prêteurs, je dirais, non traditionnels ou des nouveaux prêteurs a augmenté dans la dette des PFR. On est passé des prêteurs qui ne font pas partie du Club de Paris, on est passé de 8% à pratiquement 22% en 2 décennies. L'autre développement, c'est au niveau des marchés, c'est-à-dire que les PFR prenant avantage de l'allègement de la dette, ont pris beaucoup plus de dettes à taux de marché. Donc, on a les créditeurs privés qui ont aussi doublé de 7% à même plus que doublé, de 8% à 17% en l'espace de 2 décennies. Et la conséquence, c'est que ça rend beaucoup plus difficile l'allègement de la dette quand il s'agit de coordonner ou quand il s'agit de... En fait, la diversité des créditeurs, c'est une bonne chose parce que ça permet de diversifier ses sources d'approvisionnement. Mais d'un autre côté, ça complique aussi quand il s'agit d'alléger la dette et de coordonner en tous ces différents créditeurs. Ici, ce qu'on regarde, on voit quels sont les facteurs sous-jacents de la dynamique de la dette. Et là, on a subdivisé, c'est une décomposition assez classique, et on a la croissance, on a le taux d'intérêt, on a le taux de change, on a aussi le déficit. Et en fait, ça nous renseigne sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la dette sur une pente soutenable. Et ici, il y a deux facteurs. Il y a une croissance soutenue et aussi contenir les déficits, ce qui permet de maintenir la dette à un niveau soutenable. Il y a aussi l'assainissement de la gestion des finances publiques
et aussi la gestion elle-même de la dette publique. Je vais revenir sur ça après. Et dernier point que je voudrais mentionner, c'est que dans les pays où la dette devient insoutenable et qu'il faut procéder à un allègement de la dette, il est important d'accélérer le processus du cadre commun du G20. Voilà. Ici, on essaye d'aller un peu plus en détail. C'est quoi la composition de l'ajustement? Et en fait, je voulais dire ici que ces projections reflètent le plan des autorités, ce que les autorités prévoient de faire d'ici à 2027. Et ce qu'on voit, c'est que toute la consolidation est basée sur une rationalisation des dépenses. Et ça soulève beaucoup de questions. Et la première, c'est que est-ce que cette consolidation est crédible? Est-ce que ça peut se réaliser? Et la deuxième, c'est comment réaliser cette consolidation tout en préservant les dépenses qui sont génératrices de croissance et aussi les dépenses sociales. Et l'implication, c'est qu'il faut des efforts, beaucoup d'efforts pour mobiliser les recettes, les ressources intérieures, mais aussi de l'aide internationale pour accompagner cette consolidation dans le temps. Sur la gestion de la dette elle-même, en fait, le FMI donne beaucoup d'assistance avec d'autres institutions, fournit beaucoup d'assistance technique au PFR dans la gestion de la dette. Mais il est important ici que c'est un processus de longue haleine. Ça prend du temps. Et ça demande un engagement constant de tous les acteurs, à savoir les institutions qui donnent de l'assistance technique, mais aussi les autorités en elles-mêmes. Quels sont les piliers d'une gestion effective de la dette publique? Donc, ça inclut un cadre adéquat, légal et de gouvernance, du capital humain et du matériel. Il faut avoir des gens compétents pour pouvoir gérer la dette. Il faut avoir une idée assez, je dirais, il faut avoir une bonne idée du stock de la dette, ce qui n'est pas évident quand il y a plusieurs institutions qui gèrent la dette. Et il faut aussi une cohérence entre le cadre de gestion de la dette, le cadre d'endettement à moyen terme et aussi le cadrage macroéconomique. Nous avons essayé de faire une enquête avec les gestionnaires de la dette des pays à faible revenu et pour savoir c'est quoi les contraintes les plus significatives. Et ils ont le premier qui a été cité, en fait, c'est le cadre de gestion de risque de la dette qui est manquant dans beaucoup de pays. Et le second, c'est la difficulté d'avoir des données en temps réel sur la dette. Ça peut paraître un peu difficile dans l'entendement, mais en fait, c'est très, très compliqué d'avoir une idée du stock de la dette quand il y a plusieurs emprunteurs ou plusieurs débranchements de l'État qui signent des contrats de dette. Donc, il faut avoir un système complexe pour avoir une idée à chaque instant du stock de la dette. Passons un peu à la réponse de la communauté internationale à la crise de la COVID et à la guerre en Ukraine. Je vais parler du fonds et puis parler des autres institutions après. Pour le FMI, l'approche a été multimodale. En premier, il y a une augmentation très forte des financements d'urgence. C'est la barre en vert en 2020. Et en fait, les financements d'urgence, la facilité a été créée en 2011. Et lorsque vous voyez le graphique, on n'a pratiquement pas eu en 2017, 2018, et on a eu un gros volume en 2020. Et c'est la première fois qu'on fait face à de tels volumes. Et dans les années qui suivent, en fait 2021, on fait une transition assez progressive au programme multi-annuel comme la facilité élargie de crédit. En deuxième point, nous avons innové sur les instruments
de prêt du fonds. Donc, on a augmenté l'accès à la FRPC. On a aussi créé de nouveaux instruments. Donc, la facilité pour la résilience et la durabilité et une autre facilité contre les chocs alimentaires. En dernier, et non des moindres, c'est l'allocation de la dette, 650 milliards, dont à peu près 20 milliards pour les PFR, et ceci pour leur fournir des liquidités et essayer de répondre à la crise. Et nous avons fait une enquête sur l'utilisation de ces DTS. Et donc, en fait, selon les résultats de l'enquête, un tiers a été utilisé pour des dépenses budgétaires, un autre tiers a été utilisé pour renforcer les réserves et le dernier un peu à des fins de gestion de la dette. La réponse des donneurs bilatéraux aussi n'a pas été moindre. On a eu une forte augmentation des aides au développement, l'aide officielle au développement, en fait, qui a fortement augmenté en 2020. Et ici, c'est en fait juste l'aide au PFR, donc ce n'est pas l'aide totale. Mais l'aide totale reste toujours en deçà de la cible des 0,7% du RNB, mais aussi l'augmentation en 2020, nous ne sommes pas encore certains si cette augmentation va persister dans le temps, étant donné les tensions budgétaires dans les pays donneurs eux-mêmes. Du côté des banques multilatérales de développement, on a aussi observé une augmentation très forte des financements nets en 2020, qui s'est un peu décélérée en 2021, et la plus grande part a été à travers l'IDA de la Banque mondiale, en fait, qui a été, et à la 20e reconstitution, a été de l'ordre de 93 milliards. Donc, c'est je pense que la plus grande de l'histoire de l'IDA. Malgré la réponse sans précédent de la communauté internationale, les besoins de financement des PFR est assez élevé. Nous avons des projections de base suggèrent que ces besoins vont augmenter dans le temps et seront autour de 160 milliards dans le moyen terme, juste pour financer le compte courant et l'amortisation de la dette. Mais au-dessus de ça, les PFR ont besoin pour lutter contre la pandémie et en fait reconstituer les réserves et rattraper le niveau de convergence des pays en développement. Les PFR ont besoin d'un financement additionnel de 450 milliards sur 5 ans et ce chiffre n'inclut pas les répercussions de la crise ukrainienne que nous avons estimées à 60 milliards. Mais nous l'avons exclu des 450 pour une bonne raison, c'est que l'impact est assez hétérogène parmi le groupe des PFR parce qu'il y a certains pays qui sont exportateurs nets des produits d'énergie et donc en fait qui bénéficient des prix élevés et l'impact sur leur compte courant est beaucoup plus faible. Donc, je vais passer maintenant aux implications de politique économique. Donc, les décideurs politiques dans les PFR, en fait, doivent naviguer un corridor assez étroit avec des arbitrages très complexes dans le moyen terme, mais aussi dans le court terme, mais aussi dans le long terme. Dans le court terme, en fait, les priorités incluent lutter contre l'inflation, réduire la vulnérabilité de la dette, soutenir la relance et protéger les plus vulnérables. Et en fait, tous les instruments de politique économique disponibles doivent être utilisés. À long terme, les réformes structurelles sont requises pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques, et aussi pour promouvoir l'économie numérique. Et ce sont des ingrédients essentiels au développement et aussi à la convergence des revenus vers les pays avancés. Il y a le choc alimentaire
et de l'énergie qui est un choc de court terme. Et en fait, cela nécessite de faciliter la disponibilité pour les PFR, la disponibilité des produits alimentaires, des intrants agricoles et puis les produits énergétiques. Et en fait, une part, ça peut être résolu par notamment limiter les restrictions au commerce de ces produits et améliorer ou renforcer une coordination entre les institutions internationales qui en fait interviennent dans ce domaine. Il y a aussi, dans le slide précédent, j'avais parlé du besoin de financement des PFR. Donc, ces pays ne peuvent pas gérer ces crises tout seuls. Donc, l'aide de la communauté internationale est très importante, surtout par les canaux multilatéraux et bilatéraux, mais aussi l'augmentation de l'aide au développement et des allègements de la dette dans le cas échéant. Donc, en fait, ce graphique va un peu plus en détail sur les priorités de chaque instrument de politique économique, et je vais être assez rapide ici. En fait, le point le plus important ici que je n'ai pas encore abordé auparavant, c'est que la politique budgétaire doit être coordonnée avec la politique monétaire de telle en sorte à lutter contre l'inflation et à éviter des arbitrages coûteux. Pour les pays qui sont exportateurs nets de produits, de matières premières, les revenus tirés de ces exportations devaient leur servir aussi à reconstituer leurs réserves tout en gérant la volatilité des prix des matières premières. Pour la politique monétaire, les autorités monétaires doivent en fait trouver un juste équilibre entre comment lutter contre l'inflation sans trop ralentir la croissance. Et elle doit aussi en fait aussi surveiller les risques des systèmes financiers parce que il y a eu pendant la pandémie, il y a eu beaucoup les mesures de supervision ont été un peu plus allégées pour permettre aux banques et au système financier de soutenir l'économie. Maintenant, c'est le moment de voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans le système financier provenant de ces mesures. Dans les pays où il y a eu des mesures de gestion temporaire des flux de capitaux, il est très important que ces mesures, en fait, ne servent pas comme des substituts à l'ajustement ou ne servent pas à couvrir des politiques non soutenables. Voilà, et pour le dernier slide, je vais passer sur les réformes structurelles. Les priorités incluent le renforcement des filets sociaux. Nous avons vu que pendant la pandémie, il y a des pays qui n'avaient pas de capacité, mais d'une manière ou d'une autre, ont pu mettre en place des filets sociaux qui ont quand même pu toucher les ménages, les couches les plus défavorisées. Il y a les mesures d'adaptation et d'atténuation contre le changement climatique qui peuvent aider ces pays. Il y a aussi l'investissement dans les infrastructures et l'approvisionnement fiable en électricité. En dernière position et non des moindres, la gouvernance et les institutions fortes permettront de soutenir la cohésion sociale, la mobilisation des recettes. Tout ça, c'est des recommandations assez générales parce qu'on regarde tous les groupes, on regarde le groupe des PFR comme un seul pays, mais il y a une certaine hétérogénéité dans le groupe, en fait, qu'on a vraiment discuté en détail dans le rapport. Et donc, le rythme, la composition et le calendrier de ces ajustements dépendent de la capacité de chaque pays, des contraintes politiques et puis les besoins. Il faut tenir compte du contexte économique et social. Voilà, je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup, Roland, de cet exposé extrêmement riche et complet. Je rappelle que ce rapport a été préparé sous la
guidance, la guidance de Guillaume Chabert, qui est le directeur adjoint, j'aurais dû le préciser, du grand département de la stratégie et des politiques d'évaluation du Fonds monétaire, celui qui fait la doctrine du Fonds monétaire, et que Roland Podar a été le team leader de l'équipe qui a écrit ce rapport. Alors, bravo pour le rapport et bravo pour la présentation. Nous avons 3 quarts d'heure maintenant pour les commentaires et la discussion. Et je souhaiterais que nous puissions donner la parole en priorité à Madame la ministre Ingrid Ebuka-Babakas, qui est ministre de l'économie de la République du Congo, pour donner le point de vue d'un pays alors, qui est dans la catégorie des pays à faible revenu du Fonds monétaire, même si elle n'est pas dans la catégorie des low income de la... Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Oui. Si Madame la ministre m'autorise, peut-être pour expliquer pourquoi nous avons choisi ce périmètre. Donc, on a retenu le périmètre des pays éligibles au fonds fiduciaire pour essayer d'aligner autant que possible l'analyse et la réponse. Oui. Et de facto, le périmètre des pays FRPC est quasi exactement le même que les pays éligibles à AIDA, côté Banque mondiale. Donc, il y a vraiment une approche cohérente qui est très importante. Merci de le préciser. Non, mais ça a bien sa logique parce que effectivement, le périmètre des LICS, des 28 LICS, c'était quand même un peu étroit pour traiter ce sujet. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier de vos commentaires? Merci. D'abord, merci d'avoir pensé à m'inviter. J'avais marqué mon accord dès le début, mais sous réserve évidemment d'un calendrier fluctuant lorsqu'on occupe les fonctions au sein d'une équipe gouvernementale. Mais il se trouve que par bonheur, nous sommes là et nous avons écouté avec véritablement beaucoup d'attention. Nous voudrions toutefois corriger une petite modification depuis fin septembre 2022. Nous ne sommes plus ministres en charge de l'économie, nous sommes ministres en charge du plan, de la statistique, de l'intégration régionale et dans le périmètre de mes attributions, il y a aussi l'interface avec les partenaires au développement. Mais qu'à cela ne tienne, grâce au fait que je suis gouverneur pour mon pays au sein de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, j'ai souvent la possibilité de me retrouver à Washington avec mes collègues qui traitent la question du Fonds monétaire international. Donc, je ne suis pas une économiste chevronnée, mais je suis quelqu'un qui, dans la pratique, est confronté à la doctrine du Fonds monétaire international. Et c'est vrai que là, nous avons eu un déploiement de la doctrine du Fonds monétaire international. Et je voudrais dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a ce dilemme permanent de savoir est-ce qu'il faut être dans la restriction ou est-ce qu'il faudrait plutôt être dans le développement de notre économie d'une façon qui nous permet de faire face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours sur tous les plans, nous qui sommes en charge de portefeuille ministériel. Ce que je voudrais dire, et j'ai retenu qu'en réalité, c'est une vision générale avec des outils qui sont mis à la disposition des différents États. Mais la particularité, et je crois qu'il convient que je parle de mon pays, la particularité de mon pays, c'est qu'il fait partie du groupe de la CEMAC. Et comme vous le savez, le groupe de la CEMAC est un groupe de 6 États majoritairement exportateurs de pétrole. Cela veut dire que nous avons une structure de notre économie qui nous place dans ceux qui devraient bénéficier aujourd'hui de cette crise énergétique, mais en même temps qui nous met dans la difficulté de comprendre que nous ne pouvons pas bénéficier de cet espace budgétaire supplémentaire pour peut-être avoir des dépenses sans tenir compte du cadre dans lequel ces 6 États, pour ne pas dire les 5 États, parce que dans les États de la CEMAC, il y a un qui est encore en train de rechercher un programme, nous sommes dans le programme. Ça veut dire que si nous avons la doctrine du Fonds monétaire international,
nous sommes aujourd'hui des élèves plus ou moins contraints à respecter cette doctrine. Le Congo est en programme. Ça veut dire clairement que oui, nous subissons le contre-coup de la crise russo-ukrainienne. Mais il faut dire que depuis, nous sommes presque en train d'avoir des économies bousculées par différentes crises. La première crise dont nous sommes en train à peine de réparer les effets, c'est bien la crise économique et financière qui a commencé en 2014. Et juste après, nous avons s'est ajouté la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise, une crise alimentaire et même une crise énergétique, puisque même si nous produisons, nous exportons le pétrole, nous ne raffinons pas forcément la quantité qu'il faut pour avoir des prix à la pompe bas. Donc, nous importons du pétrole raffiné et nous avons donc les problématiques de subvention pour qu'il n'y ait pas forcément de répercussions sur les populations les plus vulnérables. Donc, si je devais me résumer, je dirais que la doctrine du Fonds monétaire, nous la connaissons, mais nous, peut-être pas nous la subissons, mais nous sommes en plein exercice d'essayer de faire en sorte que nous puissions en tirer le meilleur profit, et ce n'est pas forcément aisé. Je voudrais citer, par exemple, le fait que nous sommes en programme, nous devons absolument songer à remonter, à baisser les subventions dans le secteur pétrolier et à libéraliser le prix à la pompe. Je vous assure que c'est un exercice difficile parce que cela a été dit, si l'inflation, et on peut le dire, nous avons une répercussion malgré tout sur le plan de l'inflation, puisque je pense que pour la première fois peut-être, nous allons dépasser le seuil de la limite communautaire de 3% de l'inflation, parce que en parcourant rapidement mes notes, j'ai vu que nous serions peut-être au-delà de 3,5% d'inflation dans notre pays pour 2022-2023. Donc, c'est dire que nous subissons la répercussion. Et aujourd'hui, le dilemme, il est fort. Nous allons aller vers une libéralisation ou en tout cas une augmentation du prix à la pompe, mais nous courons le risque d'avoir des remous sociaux. Et comme nous ne pouvons plus maintenir les subventions, nous devons donc apporter des avantages qui permettraient de faire en sorte que nous n'ayons pas donc ces soulèvements. Donc, j'adhère parfaitement à tout ce qui a été dit dans le cadre de la présentation, mais j'avoue que la mise en œuvre au quotidien va être difficile, mais avons-nous véritablement le choix? Non, parce que lorsque nous voulons aller vers cette aide extérieure, nous sommes bien contraints de respecter les dispositions qui sont dans un programme que nous avons voulu et que nous allons mener jusqu'à son terme. Voilà un peu mon premier commentaire, hein. C'est dire que oui, la doctrine du Fonds monétaire, nous la comprenons, nous sommes en train d'essayer de la mettre en œuvre, mais je pense que les jours à venir sont des jours qui ne seront pas forcément aisés, mais nous sommes dans cet exercice avec la volonté toutefois d'y parvenir. Voilà mon commentaire à chaud sur ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de la vigueur et de la franchise de vos propos qui est extrêmement éclairante pour nous. Peut-être Bruno Cabriac pourrait réagir tout de suite. Merci Patrick. Je voudrais commencer par dire quelque chose que j'aurais dû dire en introduction, c'est-à-dire que tous les personnes qui assistent en ligne à ce séminaire peuvent, à travers le chat, poser des questions. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont en ligne. Moi, je voudrais très rapidement, pour laisser de la place à la discussion, tirer 6 leçons, 6 enseignements de cette présentation et de ce rapport qui, comme l'a dit Patrick, est extrêmement riche. Donc, 1 minute par question et surtout des enseignements pour la communauté financière internationale, parce que je n'ai pas vocation ni la prétention de tirer des leçons que
Madame la ministre vient d'exposer pour les pays bénéficiaires. La première leçon, je crois qu'elle est évidente, elle a été dit, c'est que, comme l'a montré le précédent de 2007-2008, la situation actuelle montre que les crises de matières premières, de prix de matières premières, les chocs exogènes, ont des répercussions très fortes sur les pays à faible revenu, et notamment les crises alimentaires. Il y a eu une réponse sous la forme d'une création d'une facilité spéciale du FMI. C'est une bonne réponse. On peut se demander si elle est suffisante et on peut se demander pourquoi cette facilité est temporaire. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce rapport, c'est que les pays à faible revenu présentent des vulnérabilités à tout choc exogène. On l'a bien vu dans la crise Covid, où ils ont été peu touchés directement par la pandémie, mais en raison de leur faible capacité de réponse, marge de manœuvre, à la fois budgétaire et monétaire, ils ont eu beaucoup de mal à faire face. Et en fait, toutes ces vulnérabilités s'additionnent et elle s'est accrue en général par un lien très fort avec des vulnérabilités sécuritaires, comme l'a signalé Patrick en introduction. Et donc, une des leçons, me semble-t-il, que la communauté financière peut tirer, c'est qu'on doit prendre plus en compte la vulnérabilité dans les critères d'allocation des ressources, et notamment dans les critères d'allocation de l'aide publique au développement. Ça doit être vrai pour les banques multilatérales de développement, mais on peut imaginer que ça soit vrai aussi pour le FMI. Alors, le FMI l'a fait à partir d'instruments pour faire face à des vulnérabilités, notamment les facilités pour les catastrophes naturelles. On vient de parler de la facilité spéciale pour les chocs alimentaires, mais peut-être qu'il faut réfléchir à voir comment on peut de façon plus holistique prendre en compte la vulnérabilité dans l'accès aux ressources du fonds. Quatrième leçon, les besoins de financement. Je crois que c'est très clair. Pratiquement 100 milliards, entre 90 et 110 milliards de besoins de financement supplémentaires, pour les PFR. Si on les met en regard de sources de financement comme l'ensemble de l'aide publique au développement, de l'ordre de 85 milliards, ce qu'a fait le FMI, environ ce que fait le FMI chaque année pour les pays du fonds FRPC, environ 10 à 15 milliards, on voit bien que, en fait, ces besoins de financement, c'est une impasse budgétaire, et donc il faut réfléchir à voir comment on peut avoir plus quantitativement de financement, d'où la réflexion sur le financement des biens publics mondiaux qui peut permettre de financer à côté des ressources pour le développement, les politiques d'adaptation, les politiques d'atténuation, les politiques aussi de développement du secteur de la santé et de préparation aux pandémies. Cinquième leçon, la montée des problèmes d'endettement. Je crois que Roland Pogdar a été extrêmement clair là-dessus. La situation elle-même est moins inquiétante que ce qu'elle l'était avant l'initiative PPTE, mais clairement, et pour la première fois depuis 30 ans, on n'a pas les outils pour le faire. Je ne devrais pas le dire avec à mes côtés Guillaume Chabert, qui a beaucoup travaillé pour le cadre commun du G20 pour la dette, mais il est vrai que le cadre commun, pour l'instant, n'est pas particulièrement efficace. On est arrivé à le traitement d'un pays débiteur, le Tchad, pour lequel on n'a pas fait en fait de restructuration, enfin en tout cas pas de restructuration immédiate. Le cas de la Zambie est encore en traitement, et donc effectivement on se trouve devant un endettement qui, pour les raisons très bien indiquées par Roland Podar, et notamment la diversité des créanciers, n'a pas d'outils pour le régler. Et à un moment donné, quand on regarde aussi la part des créanciers et qu'on voit l'importance prise par la part des multilatéraux, il faudra se demander comment on va pouvoir résoudre le fait que, pour des raisons liées à leur modèle de fonctionnement, les banques multilatérales de développement ne peuvent pas ou ne veulent pas participer au traitement de la dette. Alors, on peut peut-être se poser la question de savoir si elles ne peuvent pas le traiter en amont, en faisant de plus en plus de prêts ou en commençant à faire des prêts contingents qui leur permettent de participer automatiquement. Mais en tout cas, il faut automatiquement à des solutions de traitement de la dette, mais en tout cas, il faut réfléchir sans doute à des solutions plus systémiques.
Et il faut aussi se poser la question, puisque la communauté financière internationale a largement poussé le développement des marchés en monnaie locale de dette souveraine, il faut aussi se poser la question de savoir si, notamment en cas de restructuration de la dette et en cas de défaut, ça n'introduit pas une complexité supplémentaire, puisqu'en général, cette dette est souscrite par les banques et que donc ça crée ce qu'on connaît bien ici en Europe et dans les pays développés, ça crée dans ces pays un cercle vicieux entre les banques et l'État qui rend encore plus difficile les processus de traitement de la dette. Et donc, le bon temps, je dirais, où on pouvait, grâce à la flexibilité du Club de Paris, traiter les situations de dette des pays à faible revenu est passé. Et enfin, dernier point, comment est-ce qu'on traite les problèmes de fragilité des institutions et de risques sécuritaires et les liens qu'il y a évidemment avec les chocs exogènes. Pour l'instant, ce problème a été largement traité en mettant les pays fragiles dans une catégorie à part et en développant des facilités, des instruments spécifiques à ces pays. Mais je dirais que c'est un traitement ex post. C'est une fois que les pays sont rentrés en situation de fragilité qu'ils bénéficient de ce traitement. Or, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de tirer ces pays hors de cette situation de fragilité une fois qu'ils y sont rentrés. Donc, on n'a pas encore de réflexion pour être de façon plus préventive sur les pays potentiellement fragiles qui ont des vulnérabilités en matière de sécurité, des vulnérabilités en matière d'institutions, et pour leur garantir peut-être un amortissement plus fort des chocs pour éviter justement qu'ils rentrent dans ces situations de fragilité. Voilà, je voulais juste signaler ces points d'attention et lancer un peu la discussion sur ces sujets. Bruno, deux petits addendas au point 3 et au point 6 de ton intervention. Le point 3 sur l'intérêt de prendre en compte la vulnérabilité dans les allocations de DTS, je me permets de renvoyer à un document signé par Bruno Cabriac et Sylviane Guillaumont, que vous trouverez sur le site de la FERDI, qui tente de donner des arguments pour prendre en compte cette vulnérabilité dans l'allocation finale des allocations ou des réallocations de DTS. Sur le 6e point, il est évident que la prise en compte de la fragilité, ça a été un des ex-ante, notamment à partir des indicateurs appropriés, a été un des chevaux de bataille, si je puis dire, de la FERDI depuis des années, et qu'on avait eu espoir à un moment de le voir adopté par la Banque africaine de développement. On était près du résultat, mais finalement, le pas n'a pas été franchi. Mais il y a quand même une réflexion et qui rejoint ce problème des indicateurs de vulnérabilité, c'est-à-dire si on veut prendre en compte la fragilité ex-ante de façon préventive, il faut avoir des indicateurs appropriés. Alors, le 3e commentateur, c'est Samuel Guérineau, le doyen de l'école d'économie du CRD à Clermont. Samuel, à toi, dans les limites de temps, parce qu'on a d'autres commentateurs qui veulent venir, qui n'étaient pas prévus au programme et à qui il faudra qu'on donne aussi la parole. Merci Patrick. Je voudrais commencer par remercier la FERDI, la Banque de France de m'associer à ce séminaire et puis à m'excuser de ne pas pouvoir être présent sur Paris. L'annulation de mon train m'a pas permis d'être directement dans la salle. Je voudrais commencer par aussi rappeler que ce rapport est vraiment particulièrement intéressant parce que cette concentration sur les pays à faible revenu, quel que soit le périmètre, et parfois un peu sous-traité. Hein, les questions macroéconomiques se concentrent sur les plus grandes économies ou les économies émergentes et c'est particulièrement utile d'avoir ce focus sur les pays à faible revenu. Je ne reviens pas sur le point du périmètre. Évidemment, on a une définition des pays à faible revenu qui est plus large, mais ensuite l'analyse se fait avec des sous-groupes, donc ça permet de traiter la question de l'hétérogénéité au sein de ce grand groupe de 70 pays. Mais une première remarque serait que je pense que c'est utile sans doute de préciser un peu plus comment sont construites les sous-catégories. Elles font sens, il n'y a pas de. Mais on aurait envie de savoir exactement quels ont été les critères qui ont présidé
et en particulier sur la structure des exportations, où moi j'étais surpris de voir la Côte d'Ivoire dans les non diversifiés et Djibouti dans les diversifiés, par exemple. Donc je suppose que ça s'appuie sur des critères quantitatifs qui permettent d'avoir une lecture plus intuitive des résultats si on place correctement les pays. Il me semble que les catégories étaient exclusives aussi, mais il y a quand même le Sao Tomé qui se retrouve dans 2 catégories. Est-ce que c'est juste une coquille ou est-ce que c'est volontaire que les pays puissent se retrouver dans 2 catégories? De nouveau, ça peut se défendre, mais on a besoin de savoir si en additionnant toutes les catégories, on a bien une seule fois les pays. Donc ça, c'est plutôt une question de détail, mais ça facilite quand même l'interprétation des résultats. Je voudrais concentrer mes remarques sur des questions plus centrées sur la manière de gérer les chocs. Bon, Bruno est déjà allé sur ce terrain. J'ajoute que c'est particulièrement important lorsque, comme le montre le rapport, des chocs temporaires ont des effets permanents sur les économies. Et je trouve que le rapport a vraiment la vertu de passer en revue un peu tous les instruments, toute la boîte à outils, mais sans trop prendre position. Donc moi, mes questions vont plutôt être un peu sur cet angle-là. Le financement externe, la politique monétaire et la politique de change sont 3 instruments donc classiques de gestion des chocs. Disons, le rapport est assez neutre sur l'utilisation de ces différents instruments. Moi, ma première remarque sur le financement externe, c'est que naturellement, l'amélioration de la gestion de la dette, c'est un dossier qui est important, et que le contrôle des déficits budgétaires est aussi quelque chose qui est nécessaire à long terme, mais dans une perspective de gestion des crises à court terme, la marge de manœuvre des pays, et Mme la ministre l'a rappelé, elle est quand même extrêmement limitée. Et donc, finalement, quand on indique que comme piste pour gérer la crise de la dette, l'amélioration de la gestion de la dette, c'est sans doute un instrument qui n'est pas directement exploitable dans les mois ou les années, en tout cas ne pourra pas produire de résultats suffisants à très court terme. Et finalement, il ne faut pas oublier que les marges de manœuvre sont très limitées, à la fois en termes de relèvement des taxes et d'accès au marché financier. Et donc, ça pointe sur un des aspects soulignés par Bruno, c'est-à-dire que les pays ont besoin d'avoir une boîte à outils efficace et à la taille suffisante pour accéder à des financements d'urgence. Évidemment, plus ils sont préventifs, mieux c'est, mais c'est vraiment un sujet qui mérite d'être approfondi, parce que les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas du tout à l'échelle des besoins tels que ça a été rappelé dans le rapport. On ne peut pas bouger de plusieurs points de PIB, de réduire de plusieurs points de PIB les dépenses publiques lorsqu'on a un taux de pression fiscale qui est entre 10 et 15%. Donc tout ça est dit dans le rapport, mais il me semble que ça met un peu trop de poids, disons, de mon point de vue, sur les politiques de long terme, alors qu'on a un besoin, disons, d'adapter les instruments de gestion d'urgence. Deuxième instrument de gestion des crises à court terme, la politique monétaire. Moi, je dirais quand même que le rapport est quand même relativement pragmatique, en passant en revue tous les instruments possibles, et en insistant beaucoup sur l'équilibre entre les objectifs de croissance et de maîtrise de l'inflation, et en parlant même de soutien monétaire. Donc, ma question associée, c'est qu'est-ce que vous entendez par soutien monétaire et quels sont un peu
les conditions ou les limites de ce soutien monétaire qui est considéré comme un peu inévitable compte tenu de la situation très contrainte des pays à faible revenu. Et puis, le corollaire de ça, c'est à partir du moment où on a besoin de coordonner des politiques monétaires et des politiques budgétaires, bien peut-être ça remet sur la table une discussion sur la manière le design de l'indépendance des banques centrales, parce qu'il faut à la fois, on a besoin d'indépendance des banques centrales pour crédibiliser, comme ça a été dit, mais on a aussi besoin d'une capacité à coordonner la politique monétaire et budgétaire, même dans des situations d'urgence. Et donc ça, il me semble que c'est une des questions assez émergentes, qui revient sur la table, disons, à l'issue de ces crises. Et puis, un mot de conclusion sur un troisième instrument qui est évoqué aussi, qui est le taux de change. Ma question, c'est un petit peu quels sont les enseignements que vous tirez de l'ensemble de ces pays à faible revenu sur l'utilisation du taux de change. L'impression qu'on a quand même en vous lisant, c'est que la dépréciation du taux de change dans les régimes de change flottants induisent des risques assez importants, et donc sans doute il faut peut-être limiter ou freiner les mouvements de dépréciation pour ne pas empirer les choses. Est-ce que c'est bien ça que vous aviez en tête? Parce que dans ce type de situation, la capacité à amortir peut être payée d'un prix un peu élevé en termes d'inflation et d'instabilité financière, comme c'est mentionné dans le rapport. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de la richesse de ce rapport. Merci beaucoup, Samuel. Il nous reste 20 minutes et nous avons parmi les personnes qui se sont inscrites pour intervenir, nous avons notamment, je ne sais pas si elle est en ligne, Madame la ministre Alabala Johnson, qui est ministre auprès de la présidence du Togo. Est-ce qu'elle est bien en ligne? Oui. Fabienne. Oui, bon. Donc, je vais lui donner la parole en priorité. Et puis, est-ce que nous avons aussi Rabat Areski, l'ancien économiste en chef de la Banque africaine de développement, qui voulait intervenir, qui a rejoint la Banque mondiale. Est-ce qu'il est aussi en ligne? Alors, d'abord, peut-être Madame la ministre Johnson, si elle veut bien intervenir brièvement, mais nous sommes très intéressés à avoir son point de vue sur le rapport. Okay. S'il vous plaît, Madame la ministre vient de se lever pour une urgence. Donc, elle m'a chargé de vous présenter ses sincères excuses pour ne pouvoir pas assister aux discussions. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là. Bon, nous en sommes désolés. Elle avait spontanément proposé ses services pour intervenir et nous nous en réjouissons, mais peut-être nous fera-t-elle parvenir ses observations par un autre canal. Alors, est-ce que Rabat Areski est ici? Oui, je suis là, Patrick. Vous m'entendez? Je vais mettre la caméra. Bien, si tu veux bien intervenir. Oui, je vous remercie. En français, s'il te plaît. En français, d'accord. Non, très bien. Je vous remercie. Je suis très heureux de avoir pu assister, même si virtuellement, à cette présentation très riche et cette discussion. Pour ne pas m'étaler, je voudrais juste simplement rebondir un peu sur ce que Samuel et d'autres ont dit. Et je pense que ce rapport, une des grandes contributions de ce rapport, c'est de poser un débat qui va être avec nous pendant, je pense, assez longtemps. C'est cette difficulté d'équilibrer court et moyen terme au fur et à mesure de ces crises multiples en série. On s'éloigne de nos objectifs à moyen terme. Et donc, effectivement, une réflexion profonde sur le design des programmes pour éviter que finalement ces objectifs de réforme structurelle, de changement structurel ne s'éloignent pas trop et à mon avis essentiel, et ça pose bien sûr la question de la coordination entre les banques de développement et le Fonds monétaire.
Et si on prend l'exemple de l'agriculture et des questions de sécurité alimentaire, hein, qui se sont posées avec une grande acuité lors de cette crise, enfin, cette guerre en Ukraine, il est très clair que se précipiter pour essayer de stopper cette insécurité alimentaire est essentiel. Les gouvernements ont besoin de ressources pour ça. Mais en même temps, au fur et à mesure que cette crise se prolonge, continue, il est essentiel aussi de se concentrer sur, bien sûr, les aspects structurels, sur le secteur de l'agriculture qui peine à se transformer. Et donc, cet équilibrage entre ces deux objectifs est essentiel parce que plus on se concentre sur le court terme, plus on se concentre sur ces objectifs à très court terme, plus ces objectifs à moyen terme s'éloignent et plus effectivement la vulnérabilité devient grande. Et ça pose une question de ressources pour ces organisations, hein, que ce soit le FMI, mais aussi les banques de développement. Est-ce que finalement l'allocation de ces ressources à la gestion à court terme de ces crises, finalement, ne va pas certainement poser problème parce que non seulement en termes de ressources financières, mais aussi en termes d'accaparation du temps, de la disponibilité, de la conditionnalité aussi. Est-ce qu'on ne va pas s'éloigner encore de ces objectifs à moyen terme? Donc, ça n'appelle pas forcément de réponse, mais à mon avis, ce rapport pose une question très importante qui est cette difficulté à la lumière de ces crises multiples, de comment articuler réponse d'urgence avec nécessité de faire du structurel pour bâtir cette résilience dont Roland parlait. Voilà, merci. Est-ce que nous avons des candidatures qui se sont inscrites pour intervenir avant que nous redonnions la parole à Guillaume Chabert et Roland Podar pour répondre aux commentaires qui ont été faits et que nous puissions conclure? Qu'est-ce que vous avez beaucoup de questions? Oui, on a quelques questions en fait qui tournent autour de 3 thèmes. Tout d'abord, si l'on souligne l'importance de la mobilisation des ressources fiscales, on voit bien que les taux d'efforts fiscaux demeurent faibles et donc ces efforts tardent à se matérialiser. Donc, quels sont les facteurs de blocage et les solutions? Le deuxième a trait au rôle des dettes. Les rôles des dettes qui sont présentés comme facteurs de développement lorsque la dette est souscrite et qui, finalement, à force d'accumulation, ont un rôle négatif. Donc, sont-elles responsables un peu du retard du développement? Ça, c'est plus structurel. Et de manière beaucoup plus spécifique sur le cadre commun, savoir en quoi la montée des créanciers privés rend plus difficile les négociations et en termes de mise en œuvre de ce cadre commun, est-ce que la guerre en Ukraine a facilité ou rendu les choses plus difficiles? Voilà. Merci beaucoup, Luc. J'espère que ceux qui ont posé les questions ne sentiront pas frustrés que leur nom n'apparaisse pas dans les questions posées, à moins que vous vouliez les préciser, mais nous n'avons pas le temps de donner la parole à chacun. L'essentiel, c'est que leurs questions soient portées à la connaissance des orateurs et qu'ils puissent y répondre. Alors peut-être, Guillaume. OK. D'abord, merci beaucoup pour toutes les interventions. D'abord, merci pour l'intérêt porté à ce rapport. Mais encore une fois, merci pour les interventions. Moi, je vais peut-être essayer de grouper mes réponses en 3 thèmes, là aussi. En commençant par ce qu'a dit la ministre, en fait. On est très conscient de la complexité des dilemmes de politique économique qui se posent aux autorités, en particulier dans les pays à faible revenu. C'est un niveau de complexité et de difficulté à articuler différents objectifs
qui est peut-être sans précédent, ou en tout cas extrêmement élevé. Et vous avez cité, Madame la Ministre, le sujet des subventions énergétiques. Je pense que c'est l'exemple type de la complexité des décisions que les autorités ont à prendre. Parce que c'est vraiment à la conjonction de la lutte contre l'inflation. Si vous avez des subventions trop larges, ça favorise la demande intérieure et, toute chose égale par ailleurs, ça favorise l'inflation. Par ailleurs, ça a un poids sur les finances publiques et les déficits, donc ça augmente les vulnérabilités de dette. Et dans le même temps, si vous ne traitez pas la question de l'augmentation de ces prix, notamment pour les plus vulnérables, évidemment, ça crée beaucoup de difficultés pour les personnes en question, beaucoup de tensions et potentiellement des ruptures sociales très fortes. Donc, les dilemmes sont extrêmement compliqués à gérer. On en est très conscient et je crois que les équipes du fonds, notamment avec les autorités et d'autres, essayent justement d'apporter des solutions qui soient autant que possible les moins mauvaises possibles. Je ne sais pas s'il y a une solution idéale, c'est toujours une question de choix et de gestion des dilemmes, mais en tout cas, les équipes du fonds sont très mobilisées pour travailler avec les équipes des pays pour essayer de finaliser un paquet qui soit le plus cohérent possible dans ce contexte extrêmement difficile. On en est très conscient. Donc, ce que vous avez dit, Madame la Ministre, j'ai trouvé ça très courageux, mais très, très pertinent. Et c'était un des exemples que j'avais en tête des difficultés auxquelles les pays sont confrontés. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était les questions de dette. Alors, Bruno, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le cadre commun est une percée, mais qu'il reste du chemin à faire pour qu'il délivre sur son potentiel. Donc, je consacre une bonne partie de mes journées avec d'autres à essayer de renforcer l'opérationnalité du cadre commun, parce que le compte n'y est pas. Le Tchad a pris beaucoup de temps. Je pense quand même qu'il y a eu une vraie réduction de la dette, en tout cas du service de la dette du Tchad, notamment par l'effort fait par Glencore en 2024. Donc, ce n'est pas que du potentiel pour le futur, c'est vraiment déjà ancré qu'il y a une réduction du service de la dette pour le Tchad. Mais ça a pris beaucoup trop de temps. Sur la Zambie, ça prend trop de temps. On espère que sur le Ghana, ça va aller plus vite. Tout ça doit être amélioré. Et donc, vous savez que le FMI, avec la Banque mondiale et la présidence indienne du G20, propose de réfléchir collectivement avec les créanciers du Club de Paris, les créanciers non-club de Paris, les créanciers privés, les pays débiteurs, à réfléchir ensemble à comment avoir des règles qui soient plus rapides, efficaces. C'est un vrai souci que nous avons, donc pas de souci en ce qui me concerne, le compte n'y est pas, il faut aller plus loin. Sur la question, est-ce que la dette est, je crois qu'il y a une question sur l'articulation dette, développement, challenge, etc. Je vais enfoncer une porte ouverte, je crois qu'on est à peu près tous d'accord que la question c'est l'efficacité et le retour sur investissement, si vous voulez, de la dette levée. La dette fait partie des financements qui sont disponibles et toute la question, c'est d'avoir une priorisation des investissements financés par la dette qui génèrent une croissance et une cohésion sociale qui soient suffisamment efficaces. Donc, c'est une question de qualité, quelque part, de l'emploi de la dette pour en tirer les bénéfices tout en réduisant les risques qui sont associés. Créanciers privés et cadre commun, est-ce que la négociation est plus difficile ou pas? Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficultés côté des créanciers privés. On le voit sur la Zambie, on le voit sur le Ghana. Pour le coup, les créanciers privés retrouvent avec le cadre commun des règles qu'ils connaissent en matière de comparabilité de traitement, en matière de rôle des différents acteurs. Et ce n'est pas le sujet qui est le plus compliqué. Le sujet vraiment compliqué, très franchement, c'est de coordonner les créanciers du Club de Paris et des créanciers qui sont confrontés pour la première fois à des renégociations multilatérales, les créanciers chinois, les créanciers indiens, les créanciers saoudiens. Et tout ça prend nécessairement, inévitablement, malheureusement, du temps parce que les règles n'ont pas été élaborées en commun dans le passé. Donc, il y a un sujet de réappropriation des règles collectives pour que chacun des acteurs ait une compréhension commune, que l'intérêt de chacun est porté par ces règles communes. Est-ce que la guerre en Ukraine facilite ou complique les restructurations? On n'a pas identifié à ce stade d'impact notable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fragmentation en cours. C'est évident. La fragmentation a été antérieure
à la guerre en Ukraine. On a vu monter un sentiment de déglobalisation quand même depuis maintenant 10 ou 15 ans. La pandémie n'a pas aidé. La guerre en Ukraine rajoute une couche de fragmentation extrêmement inquiétante. Je crois que le FMI s'est exprimé très clairement sur le sujet. On est très inquiet sur la fragmentation. On essaye de s'assurer que malgré cette fragmentation qui est réelle, il y a des zones de coopération qui permettent là aussi à chacun des acteurs d'avoir un intérêt partagé. Et les restructurations de dette en font partie, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'aucun des acteurs, que ce soit le pays débiteur, bien sûr, mais les différents créanciers autour de la table, aucun des acteurs n'a en réalité un intérêt à un effondrement complet. C'est l'intérêt de chacun des créanciers que le pays débiteur retrouve une croissance, évidemment. Donc, c'est une des zones où, malgré une fragmentation géopolitique, il peut y avoir en réalité des zones de coopération active. C'est vrai de la dette, c'est vrai de la sécurité alimentaire aussi, par exemple. Le dernier sujet, et je suis long, c'est toutes les questions qui ont trait au volume de financement, au design des programmes, etc. Je l'ai dit en introduction et je profite de l'occasion pour le redire en conclusion. Oui, il y a un gap de financement qui est clair. Ce que Roland a montré, on voit bien, hein, c'est que les volumes de financement qui sont aujourd'hui disponibles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, les mois prochains, je reviens sur le sommet de juin que tu as cité, Patrick, je rejoins à nouveau le sommet du G20 en septembre et le sommet des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Il faut absolument que sur les 6 mois qui viennent, il se passe quelque chose. Roland. Merci, Guillaume. Je pense que Guillaume a répondu à beaucoup de questions déjà. En fait, je voudrais remercier les intervenants, les discutants et aussi les participants, en fait, pour des observations assez pertinentes qui vont nous aider dans notre réflexion. Ce rapport est un rapport annuel, donc nous allons déjà commencer à préparer le prochain rapport dans quelques mois. Peut-être rajouter au niveau au sujet de la prise en compte de la vulnérabilité dans l'accès aux ressources du fonds. En fait, le grand problème auquel on s'est confronté, il n'y a pas vraiment un indicateur de vulnérabilité sur lequel tout le monde est d'accord. Et sur les indicateurs qu'il y en a, on a eu des réflexions en interne où on a essayé de les regarder. Et il y a des erreurs d'inclusion et des erreurs d'exclusion. Lorsqu'on prend un tel indicateur, il y a certains pays qu'on sait qu'ils sont vulnérables, devaient être dedans, mais en fait ne sont pas dans l'échantillon. Donc, avoir un indicateur qui permet de cerner le groupe dont on sait que ce groupe de pays est vulnérable est assez difficile. Cependant, le fonds inclut déjà la vulnérabilité d'une certaine façon dans l'accès au financement. Par exemple, pour le fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance, les petits États et les États insulaires, le niveau de PIB requis pour accéder à ce fonds est 2 fois plus élevé pour les petits États et 3 fois plus élevé pour les micro-États. Et aussi, nous avons récemment adopté une grande stratégie pour les États fragiles. Et donc, en fait, une des mesures, c'est d'alléger le nombre de conditionnalités tenant compte des capacités de ces États. Pour le périmètre des sous-groupes, Samuel, c'est un bon point. En fait, le rapport actualise le périmètre des sous-groupes tous les 3 ans. Donc, le périmètre a été fait en 2019 et nous n'avons pas répété la méthodologie derrière ce périmètre dans ce rapport. Mais je serais ravi d'en discuter bilatéralement avec toi. Et je pense aussi que tu as soulevé des sujets assez intéressants sur la politique monétaire. Il y a beaucoup de PFR qui ont une politique monétaire, un taux de change flexible, qui l'ont utilisé pendant la pandémie. Et en fait, on n'a pas eu le temps de mettre dans le rapport, mais on a essayé de voir est-ce que les pays à taux de change fixe ou flexible ont été plus résilients à la pandémie que les autres. Et on n'a pas vu de différences significatives. Par contre, là où on a vu la différence, c'est au niveau de l'inflation. Au niveau de l'inflation, on a vu forcément, c'est évident, que les pays à taux de change fixe ont un niveau d'inflation beaucoup moins élevé que les pays à taux de change flexible. Et en fait, ce qui est encore surprenant, c'est que les pays à taux de change flexible, parce qu'ils ont relâché la politique monétaire pendant la pandémie et que l'appréciation du dollar s'est rajoutée,
a fait qu'en fait, ces pays ont eu une dépréciation beaucoup plus forte, de telle en sorte que ça a renversé, c'est-à-dire qu'ils ont eu une détérioration de leur niveau de compétitivité. C'est-à-dire que la dépréciation du taux de change a entraîné une inflation qui a surcompensé cette dépréciation et a entraîné une détérioration du niveau du taux d'échange effectif réel. Mais c'est vrai que le rapport était déjà long et on n'a pas eu le temps de mettre tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis d'accord avec toi sur les capacités de coordonner la politique budgétaire et la politique monétaire. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait intervenir brièvement avant que l'on conclue? Oui, monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Bertrand Séné, économiste. En fait, je suis très frappé qu'on utilise énormément l'outil du crédit, de la dette, pour le développement. Et j'ai envie de poser une question beaucoup plus générale, c'est au fond, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à plutôt soit avoir des dons, une forme de subvention internationale, et pourquoi pas une forme de création monétaire pour permettre ce développement, puisqu'on voit que ça aboutit souvent à des grandes difficultés, des impasses, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer ces outils-là? Merci. Une autre question? Oui, monsieur. Merci de vous présenter. Bruno Deprel, membre de l'inspection générale de l'environnement. Le sujet énergétique n'a pas été véritablement évoqué, mais s'il y a un secteur dans lequel l'investissement dans les pays à faible revenu serait particulièrement pertinent, à la fois pour eux et pour l'humanité dans son ensemble, c'est bien dans le domaine des énergies renouvelables. Donc là, il y a une opportunité extrêmement grande qui serait aussi une façon pour eux de réduire un certain nombre de leurs dépenses. Donc, qu'est-ce que c'est bon, la COP a débattu de ça, mais est-ce que du côté du FMI, il y a des outils spécifiques, une prise en compte de cet élément-là? J'ai entendu que les investissements en matière solaire étaient équivalents entre l'Afrique et les Pays-Bas, en gros. Donc, on arrive à des aberrations totales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça et pour faire en sorte que les investissements, ça a été souligné par de nombreux économistes comme Mourkad, par exemple, aillent dans ces pays-là en priorité? Merci. Dernière question? Non, aucune. Guillaume Roland, voulez-vous réagir à ces questions? Et moi, je dirais quelques mots de conclusion, peut-être sur ce qui n'a pas été dit. Et madame. Et peut-être je demanderai à madame la ministre si elle veut dire quelques mots en conclusion, si elle le veut bien. Parmi les défis, est-ce que la présence des armées étrangères, est-ce qu'elles font partie des défis aussi pour les forces d'intervention pour les pays à risque sécuritaire? Dans le périmètre des pays francophones, je suis Abdoulaye, je suis comptable, je viens d'Arabie centrafricaine. Dans les pays francophones, et on constate qu'il y a l'armée française qui se retire, alors que les pays, de plus en plus, les pays connaissent des risques sécuritaires. Est-ce que là, la présence des armées étrangères ou bien les forces d'intervention fait partie des défis macroéconomiques? C'est tout le problème de la politique macroéconomique dans les pays sécuritaires, où un livre récent a été publié, intéressant d'ailleurs. Guillaume. Rapidement, les dons ou les financements monétaires, il n'y a pas de solution magique en soi. Chaque outil a évidemment à la fois des volets positifs et des volets négatifs. Les dons, il faut trouver des donateurs, ce n'est pas évident. Et les financements monétaires,
il y a des questions liées à l'inflation et à la maîtrise de l'inflation qui peuvent être liées. Donc, bon, tout ça peut donner lieu à beaucoup plus d'élaboration, donc on peut peut-être continuer un peu plus tard, mais c'est pas typiquement le volet des dons. Notre institution a régulièrement appelé la communauté internationale à en faire davantage en matière d'aide publique au développement. Donc, ça fait partie du débat, naturellement. Les 0,7% de cible que Roland a évoqué, on n'y est pas, c'est un sujet. Et on n'a pas encore les chiffres de 2021 et même pas encore de 2022, mais on sait qu'il y a une toile de fond qui est est-ce qu'il n'y a pas une réallocation de l'aide publique au développement liée à la guerre en Ukraine vers des financements dans les pays donateurs, notamment liés aux réfugiés ukrainiens, qui aurait pu peut-être réduire les financements vers les pays à faible revenu. C'est une hypothèse qui a eu, qui a été élaborée une crainte en tout cas qui a été élaborée en 2022. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait partie du débat, bien sûr. Énergie, oui, bien sûr, 1000 fois d'accord. Ça me permet peut-être de relier la question qui a été évoquée tout à l'heure de l'articulation entre le FMI et les banques de développement. Le FMI est vraiment une institution qui fait à la fois de l'analyse, donc ce rapport était sur le volet analyse. En termes de financement, le FMI est focalisé sur les gestions de crise, donc sur le court terme, la stabilisation macroéconomique. Mais très clairement, je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'articulation entre ce que fait le FMI et ce que font les banques de développement, qui seraient plus directement en charge de ce volet-là, est un vrai sujet. Ça a toujours été un sujet, on ne va pas se voiler la face, mais c'en est un aujourd'hui. L'articulation entre le court terme, la stabilisation macroéconomique à court terme et les enjeux de moyen et long terme, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est, encore une fois, récurrent, mais sur lequel il faut absolument mettre de l'effort et de l'attention. Plus généralement, le FMI est en train de travailler énormément sur les sujets climatiques, donc ça fait quand même partie de ce que nous faisons en appui avec les questions de verdissement du système financier, des allocations des financements notamment privés vers les biens qui permettent d'assurer la lutte contre le changement climatique, en lien avec ce que fait notamment la Banque de France et les réseaux de banques centrales qui participent à ces sujets-là. Donc oui, c'est très important dans notre réflexion, pas de manière directe en termes de financement de centrales à énergie renouvelable, mais tout ça fait partie d'un système de pensée. Donc oui, c'est quand même au cœur de nos réflexions malgré tout. Peut-être pour terminer, en lien avec les questions sécuritaires et de fragilité, Roland a évoqué à un moment donné la nouvelle stratégie que nous avons adoptée, notre conseil d'administration a adoptée il y a quelques mois, en termes d'intervention dans les pays fragiles, et quelque part, la présence d'armées étrangères, quelle qu'elle soit, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais de l'économie, est une manifestation de la fragilité, évidemment. Cette stratégie, elle vise à dire, d'une part, qu'on peut pas, on doit sélectionner les secteurs de réforme ou de conditionnalité de nos programmes en lien avec ce qui se passe dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en une séquence en termes de sortie de la fragilité. C'est des sujets qui sont la plupart du temps de très long terme. Et donc, pour tous les pays qui sont identifiés comme fragiles par la Banque mondiale et le FMI, et là-dessus, je pense qu'un grand progrès, c'est que nous avons maintenant une liste unique de pays fragiles, alors qu'il y a encore un an, nous avions une liste côté Banque mondiale et une autre côté FMI, ce qui est quand même une absurdité. Les pays sont fragiles ou pas fragiles. Ce n'est pas chacune des institutions qui décide s'ils sont fragiles ou pas. Donc, pour ces pays-là, nous allons élaborer des stratégies d'engagement à long terme en lien avec la Banque mondiale et les partenaires, les agences spécialisées dans le domaine du climat, de l'alimentaire, de la sécurité, des réfugiés, etc., pour avoir une vision de long terme qui permettra à nos programmes qui sont par définition plutôt de court terme, entre 1 et 5 ans typiquement, d'être alignés vers une stratégie de sortie progressive de la fragilité dont on sait qu'encore une fois, c'est une échéance de temps qui est à 10 ou 20 ans. Et encore une fois, sur ces pays-là, typiquement, la sécurité étant un enjeu clé du développement aussi, en termes de composition des dépenses budgétaires, nous prenons en compte, bien sûr, le déficit sécuritaire dans la programmation des finances publiques d'un pays donné. Je m'en tiens là parce qu'il y aurait vraiment beaucoup d'autres choses à dire. Je ne sais pas. Merci. Alors, peut-être avant de donner le dernier mot à Madame la Ministre, si elle le veut bien, 3 remarques qui m'étaient venues à l'esprit en écoutant le débat et auxquelles la réponse a été en partie apportée par les derniers jeux de questions-réponses.
Le problème, c'est qu'effectivement, on avait très peu parlé du climat et de l'énergie, mais la question a été posée et la réponse a été donnée sur l'engagement du Fonds monétaire sur ces questions. Et peut-être Madame la ministre pourra dire un mot, parce que le Congo est un pays un peu exemplaire sur l'intégration des données énergétiques et climatiques dans la politique macroéconomique. Second point, on a beaucoup parlé de la vulnérabilité et de l'allocation. L'éligibilité à des ressources concessionnelles est une chose, l'allocation en est une autre. Il ne suffit pas de dire on va consacrer une certaine somme à des pays qui sont considérés comme éligibles, il faut aussi savoir quels seront les destinataires finaux. Et c'est pour cela qu'un indicateur de vulnérabilité est important. Alors, j'ai bien compris la remarque de Roland en disant nous ne sommes pas satisfaits des indicateurs existants, mais exercez tout votre pouvoir, vous, Fonds monétaire, pour essayer d'infléchir cet indicateur, parce qu'on va avoir un indicateur qui va sortir des Nations Unies. Alors, deux choses d'une, ou bien on dira bah, c'est un truc des Nations Unies, bof. Novateur. Mais nous avons nos propres indicateurs. Mais c'est un peu dommage quand même qu'il ne puisse pas y avoir, aboutir à une approche intégrée et consensuelle qui puisse traverser les institutions de Bretton Woods et les Nations Unies. C'est ma seconde remarque. Samuel avait posé la question de l'hétérogénéité du groupe des 69 ou 70. Effectivement, un point important, c'est de savoir quelle est la spécificité des réponses selon les sous-groupes. Et ça, évidemment, ça apparaît dans le rapport, mais sans doute, ça fait l'objet de vos réflexions, je n'en doute pas. Et puis, un dernier point, alors peut-être maintenant un bémol à ce qu'a dit notre ami Roland, sur l'influence du régime de change. On a très peu parlé quand même. Le régime de change, c'est quand même l'affaire du Fonds monétaire, un peu. Hein. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé en 2021, hein, pour le seul échantillon des pays africains. Alors évidemment, les régimes à change fixe ont eu moins d'inflation, par définition. Ce n'est pas une surprise. Mais pour ce qui est de la croissance, la chute de croissance dans les pays à change fixe africains a été bien moindre que dans les pays à change flexible, pour le seul échantillon des pays africains. Peut-être que vous avez un échantillon plus large à l'échelle mondiale, mais pour les pays africains, la conclusion est parfaitement nette. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ensuite, en 2022, le rattrapage, etc. Mais si on se rappelle ce qui a été dit en début de réunion sur l'impact à long terme du choc négatif de revenus, c'est un résultat quand même qui est très important, me semble-t-il. Voilà. Et sur lequel il faut réfléchir, d'ailleurs, à tel point que nous envisageons à la FERDI d'organiser un colloque sur ce sujet du régime de change et des conséquences à court et moyen terme. Voilà. Et on se rapprochera de vous, bien sûr. Voilà. Et dernier point, sur la sécurité, je voudrais rappeler que dans le cadre de la chaire Sahel de la FERDI, il y a une étude qui avait été commandée par le G5 Sahel sur l'éviction des dépenses de développement par les dépenses de sécurité. Et les conclusions sont très nettes là aussi. C'était un peu difficile parce que connaître les dépenses de sécurité, c'est un gros problème. Mais pour autant que les résultats étaient fiables, il y avait un effet d'éviction très clair. On dit au pays, c'est à vous de prendre en charge la sécurité. C'est vrai, c'est leur problème. Donc, augmentez vos dépenses de sécurité, mais à quel prix? Et il y a eu un effet d'éviction sur les dépenses de développement. Voilà. Madame la ministre, voulez-vous dire quelques mots en conclusion? Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion d'ajouter peut-être une dernière touche. Je voudrais simplement dire que de mon point de vue, les crises s'enchevêtrent à une vitesse si rapide que lorsqu'on parle de politique à moyen et long terme, on a presque envie de dire que l'on n'a même plus le temps de mettre en œuvre ces politiques à moyen et à long terme, le contexte devenant de plus en plus critique. Donc oui, nous avons besoin d'une réponse à court terme efficace venant du Fonds monétaire international. J'avais une question que j'aurais dû poser dès le départ. Il y a 70 pays qui sont le périmètre de ce rapport. Sur les 70 pays, combien sont en programme? Peut-être faire une analyse sur réellement l'efficacité des programmes du Fonds monétaire par rapport aux différentes crises qui s'enchevêtrent, afin peut-être d'avoir des solutions idoines à court terme.
J'ai bien aimé l'interrogation d'une des personnes en disant, mais pourquoi ne pas passer aux dons ou aux subventions, puisque l'on comprend bien que la dette, quelle qu'elle soit, finalement devient un fardeau. Et je voudrais terminer en disant que quelquefois, la dette a un effet de non-éligibilité à toutes les procédures, à tous les outils qui sont offerts. Donc, véritablement, une solution à court terme est attendue au-delà de tout ce que l'on peut penser avoir le temps de faire à cause des crises qui s'enchevêtrent. Voilà, merci beaucoup. J'ai senti à travers votre réflexion le point de vue exprimé par votre pays sur le coût de la préservation de l'environnement et des tourbières, qui est un grand sujet, pas seulement écologique, mais macroéconomique. Oui, sur ce point, si je devais intervenir, je dirais qu'effectivement, on a un peu l'impression aussi qu'il y a une fuite en avant. On nous promet des solutions alternatives de financement basées notamment sur le fait que certains pays sont plutôt des pays qui permettent à l'ensemble de la planète de mieux respirer, mais en contrepartie, ces financements-là aussi ont des conditionnalités telles que c'est une espèce de fuite en avant. Bon, mais tout ceci devrait pouvoir faire partie, me semble-t-il, des solutions à court terme. Merci encore une fois de votre participation. Je crois que nous devons arrêter parce que nous avons une contrainte horaire. C'était 6 heures, mais avec une petite marge de 10 minutes, elle est épuisée. Merci à tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement, et à tous ceux qui sont en ligne. Les questions seront notées et retransmises aux orateurs. Et désolé de n'avoir pas pu faire la place suffisante à toutes les questions, mais je crois que le débat a été suffisamment riche et diversifié. Voilà. Merci beaucoup à Guillaume Chabert et à Roland Podard d'avoir accepté d'associer la FERDI à la réflexion de ce beau rapport. Et je suis sûr qu'il va faire l'objet de méditation et de travaux futurs importants. Merci.